Voilà. Donc bonjour à toutes et tous. Merci de vous être connectés ce matin pour, ce webinaire de présentation des dispositifs de soutien pour les acteurs de la filière forêt-bois francilienne. Donc des dispositifs qui nous seront présentés par, l'ADEME Île-de-France et la région Île-de-France. Je signale que la réunion est voilà, donc si vous y opposez, merci de nous l'indiquer et elle sera donc disponible, sur notre chaîne YouTube dans les prochaines, semaines, comme, tous les autres webinaires organisés par, FIBois. Donc je vais me présenter rapidement. Moi je suis Claire Cayos, chef de projet, forêt et première transformation chez FIBois Île-de-France, qui est donc l'interprofession régionale de la filière forêt-bois. Je vais laisser également, Olivia Jarny se présenter. Oui, bonjour à tous. Olivia Gerny, je suis déléguée générale de FIBois Île-de-France. Merci de votre présence ce matin. Pour continuer, donc, laisser la parole à l'ADEME et à la région, je vais faire un rapide, tour sur l'ordre du jour. Donc on va commencer par, voilà, une petite introduction de la région Île-de-France et de l'ADEME Île-de-France et ensuite on pourra passer, à la présentation des dispositifs de soutien. Donc on a scindé ce webinaire en 3 parties. Une partie, plutôt sur, l'amont forestier, avec une présentation, du soutien à la gestion, durable des forêts franciliennes par la région Île-de-France, et de l'AMI renouvellement forestier par l'ADEME Île-de-France. Ensuite, une partie sur, les entreprises de la filière, donc de l'amont jusqu'à la construction, avec, voilà, les dispositifs de soutien au développement des entreprises de la filière, de la région Île-de-France et de l'ADEME. Et enfin, une dernière partie sur l'innovation, qui sera présentée par, la région Île-de-France. Au niveau de l'organisation des temps de questions, n'hésitez pas à écrire vos questions dans la conversation, dans le chat. Et à la fin de chaque partie, aussi, donner la parole directement, aux participants. Il vous suffira de lever la main et vous pourrez poser vos questions à l'oral durant ces temps-là. Voilà, donc je vais pas parler plus longtemps. Je vais laisser, donner la parole à Adrien de Courcelles, de l'ADEME. Bonjour Claire, bonjour à tous, merci d'être présent aujourd'hui. Donc voilà, je suis ravi de participer à ce webinaire au nom de l'ADEME. Donc je m'appelle Adrien de Courcelles, je suis responsable donc première transformation et soutien à l'amont forestier sous le nom de voilà ingénieur forêt résiliente en Île-de-France. Donc l'ADEME a investi un nouveau champ de compétences, notamment en 2023 sur le soutien à l'amont forestier. C'est donc une compétence qui est déléguée par l'État, enfin l'ADEME est désignée comme opérateur par l'État. On en reparlera plus en détail pour savoir comment cette intervention pourrait prendre forme en 2024. Voilà. Et puis évidemment, l'ADEME intervient de manière historique sur le bois énergie, avec notamment le fonds chaleur, mais aussi un certain nombre de dispositifs de soutien à l'aval de la filière. On en reparlera également. Voilà, donc je vous remercie de votre présence aujourd'hui et je laisse la parole à la région. Oui, bonjour à tous. Donc Anne Galibert pour la région. Au niveau du service ruralité et bioéconomie, donc ce service porte une politique en faveur de la filière forêt-bois. Ceci, la région, on va dire qu'elle a investi cette filière depuis fin 2017. Et tout récemment, l'an passé, en septembre dernier, une stratégie, donc cette stratégie pour la forêt et le bois a été renouvelée avec des nouvelles orientations, on va dire, prenant en compte tous les contextes et les enjeux qui pèsent sur cette filière. Sommairement, on peut vous les rappeler, hein. Donc, cette stratégie est vraiment ensemblière. Elle s'inscrit pleinement dans les compétences de la région qui relèvent plus du développement économique, de l'attractivité du territoire, de la formation professionnelle, de l'emploi et bien sûr de tout ce qui vise à conforter la transition écologique et la protection de l'environnement. Donc, vous voyez sommairement rappeler les ambitions qui sont visées par cette politique à horizon 2030. Donc, l'idée, c'est au sein de ce territoire, de cette région capitale, de fédérer les acteurs de la forêt avec ceux de la société civile dans une logique d'intervention pour l'avenir des forêts, vraiment en prenant en compte les enjeux d'adaptation et de résilience face au changement climatique. En plein dans la ligne des compétences, l'idée c'est aussi d'intervenir dans tous les segments de la filière en faveur des entreprises
des entreprises TPE-PME, des segments de la filière, qu'il s'agisse de favoriser leur implantation, mais aussi de soutenir leur développement. Un troisième enjeu, une ambition, je vous l'ai rappelé, c'est pleinement dans la politique et les compétences sur la formation professionnelle. Donc, tout un axe en faveur de la formation et de l'emploi dans cette filière. Et enfin, le soutien à l'innovation, bien évidemment en complémentarité au soutien que l'État peut décliner avec notamment des fonds européens et avec l'ADEME comme opérateur sur l'innovation. Mais toutefois, en Île-de-France également, des interventions sont prévues en complémentarité sur l'innovation. Ça, c'était le cadre général. Donc, je vais peut-être quand même laisser Élodie se présenter avant de rentrer dans le dur de la présentation de nos dispositifs. Donc, en ce qui me concerne, je suis donc adjointe au service ruralité et bioéconomie, notamment en charge de cette politique en faveur de la forêt et du bois, qui est pilotée au niveau de nos élus par le vice-président Yann Verling, en charge du climat, de la biodiversité et de la transition écologique. Et je laisse là-bas Élodie se présenter avant de vous présenter nos dispositifs. Merci Anne. Bonjour à toutes et à tous. Élodie Migaud, chargée de mission forêt, donc dans le service ruralité et bioéconomie. Je vais vous présenter assez brièvement le premier soutien qui est présenté sur cette slide, à savoir celui qui vise à soutenir la réalisation de documents de gestion durable et de diagnostics sylvo-climatiques. La slide suivante. Merci Claire. Alors, très brièvement, je vais expliquer ce pourquoi la région souhaite appuyer la réalisation de documents de gestion et de diagnostics sylvo-climatiques. Donc, déjà parce que les documents de gestion constituent une base technique qui permettent à un propriétaire d'acquérir une meilleure connaissance de sa forêt et donc apportent des clés pour qu'il puisse fixer des objectifs de gestion sur le moyen et long terme. Donc, soutenir l'élaboration d'un document de gestion durable, c'est assurer la mobilisation de bois, son utilisation dans une filière locale, voire nationale, mais aussi d'assurer l'avenir de ces forêts pour les générations futures. Il y a également un autre avantage à détenir un document de gestion durable, c'est celui de pouvoir bénéficier de soutiens financiers proposés à diverses échelles, que ce soit à l'échelle européenne, nationale, régionale ou locale. On en aura l'exemple juste après via la présentation qui sera assurée par l'ADEME. Et par ailleurs, petite parenthèse, parce que ça ne constitue pas l'objet premier du webinaire de ce jour, mais la détention d'un tel document permettra d'accéder au fonds forestier francilien qui sera déployé au courant de l'année 2024 et dont l'objet premier est de soutenir le renouvellement des forêts privées en Île-de-France. S'agissant des diagnostics, donc le but de ce soutien, c'est d'accompagner un propriétaire forestier dans la gestion de sa forêt, dans le contexte particulier du changement climatique, et de l'aiguiller, par exemple, dans le choix des essences qui seront plus particulièrement adaptées sur ces parcelles à l'avenir. Alors, je vais maintenant rentrer dans le vif du sujet. Donc, l'idée de ce dispositif, c'est de se centrer sur les surfaces comprises entre 4 et 20 hectares. 20 hectares étant le seuil à date qui permet, on va dire, la bascule entre l'obligatoire ou le volontaire. Donc, on a ce souhait d'accompagner les propriétaires qui sont pleinement volontaires à réaliser un document. Donc, on a décomposé ce soutien en deux. Pour les plus petites propriétés, donc c'est-à-dire celles comprises entre 4 et 10 hectares, le soutien serait centré vers l'adhésion à un code des pratiques sylvicoles ou au réglementatif de gestion. Et puis pour les plus grandes propriétés, on orienterait plus particulièrement les propriétaires dans l'élaboration et la rédaction donc d'un plan simple de gestion qui soit volontaire ou concerté. Et enfin, pour les diagnostics sylvo-climatiques, l'idée c'est de soutenir un propriétaire quel que soit le stade de sa gestion forestière et aussi en termes de surface, on n'a pas de problématique à intervenir sur les seuils que je vous ai énoncés précédemment. En termes de bénéficiaires, ils sont mentionnés juste ici. Le propriétaire peut être un individuel, une personne physique, ou alors ça peut être une personne considérée comme morale, donc derrière, via des statuts un peu plus particuliers, comme les groupements forestiers, les SCI ou des associations syndicales de propriétaires. Évidemment, le siège sera basé en Île-de-France pour pouvoir bénéficier de ce soutien. Là, je vous présente assez brièvement le soutien qu'on souhaite apporter. L'idée est d'être assez incitatif, donc c'est une aide qui sera forfaitaire. Vous pouvez voir sur cette diapositive le fonctionnement, on va dire, de ce soutien, c'est-à-dire qu'il y aura une base qui est proposée selon le document de gestion que j'ai énoncé précédemment. Et ensuite, on ajoutera
supplément financier selon la surface concernée. C'est-à-dire derrière qu'on ne demandera pas de devis ni de facture. L'idée, c'est plutôt de solliciter auprès du propriétaire voilà, quelle est la surface concernée par le document de gestion et ensuite voilà, de calculer le soutien selon cette surface. Ce soutien, il se fera aussi en une seule fois, c'est-à-dire que le paiement, il sera unique dès lors que le propriétaire sera en mesure de nous présenter les justificatifs qui sont présentés juste ici. Donc on ne demandera pas au propriétaire de nous fournir l'agrément, par exemple, du CNPF, par exemple pour la réalisation des plans simples de gestion, mais plutôt une attestation qui mentionne qu'il a bien réalisé le document et que derrière, il a fait la démarche pour aller vers le CNPF et demander cet agrément. Donc ça permet de raccourcir le délai, évidemment, et puis voilà, de permettre à un propriétaire de pouvoir bénéficier de l'aide assez rapidement. Pour les diagnostics sylvoclimatiques, on restera assez basique. L'idée, c'est également de demander une attestation sur l'honneur, comme quoi il a bien réalisé le projet. Évidemment, je ne l'ai pas précisé dans cette slide, mais les documents et les diagnostics devront être réalisés par des professionnels. Donc, un propriétaire ne pourra pas le faire de lui-même, de sa bonne volonté. Et pour finir, je vais vous présenter assez brièvement le contexte administratif et aussi les dates, on va dire, de lancement et de fin, on va dire, de ce soutien. Donc, tout d'abord, il faut savoir que les aides régionales sont sollicitées de manière dématérialisée. Donc, tout se fait en ligne sur une plateforme qui s'appelle Mes Démarches. Donc, le propriétaire aura à fournir l'ensemble des pièces justificatives sur cette plateforme. Ensuite, notre service assurera le traitement de sa demande. Ce sera fait au fil de l'eau, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, ce n'est pas un appel à projet, il n'y a pas de date définie pour postuler à ce soutien. Et ensuite, la sollicitation est présentée à nos élus lors de nos instances régionales qui sont nommées commissions permanentes, donc, qui se déroulent tous les 4 mois à peu près. Donc, voilà, une fois que le dépôt complet est réalisé, on assure une réponse sous 4 mois envers le porteur de projet. Et enfin, c'est ce qui est présenté en rouge, cette diapositive, c'est très important pour vous, à savoir les dates. Donc, on souhaite ouvrir ce dispositif dans 2 semaines, donc le 19 février prochain, et il sera ouvert jusqu'à la fin de l'année 2024. Voilà, je vous ai présenté assez brièvement ce dispositif. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat ou de me contacter par mail si vous avez besoin de compléments. Je laisse Adrien maintenant prendre la parole pour présenter ces dispositifs. Merci Ludi. Donc l'ADEME a été désigné comme opérateur de l'État sur des fonds France 2030 pour soutenir le renouvellement forestier en France. Donc c'est des projets qui peuvent être des projets de reconstitution de peuplements sinistrés, soit par des scolites, des incendies, des échecs de plantation, des phénomènes biotiques ou abiotiques. Évidemment, voilà, par exemple pour les scolites, il faut que ça soit situé dans des territoires soumis à des arrêtés de lutte obligatoire. Donc il y a des conditions qui précisent ça de manière transparente dans le cahier des charges. Cela peut être aussi pour des projets d'adaptation de peuplement vulnérables au changement climatique. Donc, on demande à ce moment-là un diagnostic à l'horizon 2050 avec des outils qui existent aujourd'hui, un bioclimisol, Climessence, ou l'adaptation de peuplement dépérissant. Donc, c'est-à-dire qu'avec si tu restes sur la slide précédente, Claire, voilà, des peuplements qui donc ont au moins 20% d'arbres notés comme dépérissants, donc je ne rentre pas dans les détails. Il y a des critères sur la valeur économique de la récolte sur pied. Dernier type de projet qui peut être couvert, la conversion de peuplement forestier pauvre. Encore une fois, il y a des définitions dans le cahier des charges. En termes de surface, il n'y a pas de seuil formel dans le cahier des charges. Néanmoins, l'appel à manifestation d'intérêt demande à ce que les forêts des propriétaires qui postulent soient couvertes par un DGD, un document de gestion durable. Donc les propriétaires, ça peut être soit des propriétaires privés, soit des propriétaires de forêts publiques autres que l'État, soit des associations syndicales. Évidemment, donc, ces bénéficiaires doivent être situés sur le territoire national et par contre, ils peuvent présenter un dossier en propre ou alors recourir à un gestionnaire, un expert ou passer via un des agrégateurs sélectionnés par l'ADEME.
Donc voilà, je vous ai mis un lien là dans la présentation qui, je pense, vous sera partagé à l'issue de du webinaire. Mais il y a eu une présélection finalement d'agrégateurs, notamment en Île-de-France. Si je rentre dans le détail, rapidement, juste pour bien vous préciser que dans le cahier des charges et dans ce dispositif, on demande des exigences de diversification qui dépendent de la surface des opérations. Voilà, donc pour les petites opérations, il n'y a pas d'exigence, mais pour les opérations plus importantes, il faut au moins 2 voire 3 essences de diversification. C'est des aides qui sont basées sur des barèmes pour les 2 premières opérations qui sont les plantations plein et les opérations d'enregistrement. Et c'est des factures qui peuvent être présentées par les porteurs de projets pour tout ce qui concerne les travaux sylvicoles et la mise en place d'une régénération naturelle maîtrisée. Voilà, 4 opérations et 2 manières de calculer différentes. On demande dans tous les cas, pour tous les projets, un diagnostic stationnel, des projections climatiques, donc à l'horizon 2050 pour étudier la vulnérabilité notamment du peuplement concerné et un diagnostic environnemental puisque le cahier des charges donne la possibilité ou impose, ça dépend des opérations, de maintenir des éléments d'intérêt écologique, typiquement des arbres importants, des ripisylves, voilà, un certain nombre d'éléments. En termes d'aide et de taux d'accompagnement, vous avez les taux qui s'affichent à droite. Il y a 2 bonifications si le propriétaire est labellisé FSC, PEFC ou équivalent, ou s'il fait partie voilà, d'un groupement forestier, c'est le bonus faire filière, ou bien s'il recourt à un certain nombre d'intermédiaires pour vendre ses bois. Il y a des exceptions, je ne rentre pas dans le détail. On nous a posé beaucoup la question, il y a une possibilité de cofinancement, France 2030 et label bas carbone. Pareil, évidemment, on ne peut pas dépasser 100% d'aide et 50% de financement France 2030. Je serais ravi de répondre à des questions s'il y en a, voilà, dans la deuxième partie. Très rapidement, je brosse juste le portrait des travaux éligibles. On peut accompagner des travaux préparatoires, la plantation d'essences objectifs, mais aussi d'accompagnement. On finance la protection contre les dégâts de gibier, les travaux de premier entretien ou de plantation ou de cloisonnement, et également tout ce qui va concerner en fait voilà, les travaux à la suite des plantations, donc typiquement les travaux de réduction de densité ou après voilà, des travaux plutôt pour la plantation, des travaux de crochetage en vue de l'installation semi-naturelle. Comment déposer les aides? Donc, les aides doivent être déposées via la plateforme CarteGIP. Je vous ai mis également le lien là, dans le titre ou en bas pour accéder au cahier des charges. Cela se fera via la page Agir. Donc, les aides sont ouvertes jusqu'au 31 mai 2024 et les instructions sont réalisées par la DRIAF et les DDT au fil de l'eau sur la base des dossiers complets. Il y aura des contrôles de réussite, hein, c'est assez classique dans le cadre de ce genre de dispositif, des opérations donc, qui seront réalisées pendant toute la durée du contrat et jusqu'à les 5 années qui suivront. Après juin 2024, la question se pose de comment le dispositif va se poursuivre. Donc, il y a des discussions en cours aujourd'hui avec l'État pour désigner l'opérateur après 2024 des dispositifs de soutien au renouvellement forestier. Donc, l'ADEME est inclus dans les discussions. Elle est pressentie dans l'état actuel des choses pour être cet opérateur. Mais voilà, aujourd'hui, on est en attente d'un certain nombre de discussions interministérielles et le cahier des charges du futur dispositif sera revu notamment à l'aune des retours d'expérience du dispositif actuel. Merci beaucoup à la région Île-de-France et à l'ADEME pour cette présentation. On va pouvoir passer à un temps de questions, donc n'hésitez pas soit à écrire vos questions directement dans le chat ou à lever la main et je pourrai ouvrir votre micro pour que vous puissiez prendre la parole. Voilà, n'hésitez pas. Monsieur Rouillet. Hop. Allez-y, vous pouvez ouvrir votre micro pour prendre la parole. Si vous souhaitez poser une question, monsieur Rouillet, vous pouvez activer votre micro
en cliquant sur l'icône en haut à droite de votre écran. Parce que là, pour l'instant, on ne vous entend pas. Et si d'autres personnes souhaitent prendre la parole, vous pouvez aussi lever la main et je pourrai vous la donner par la suite. Vous pouvez sinon poser votre question en l'écrivant via le chat si vous n'arrivez pas à... Alors, il y a une question, Claire, de Émilie Partuiseau dans les Q&R. Donc, pour l'aide au Oui, tout à renouvellement fait. forestier, les frais de maîtrise d'œuvre gestionnaire forestier sont-ils inclus dans les frais éligibles à l'aide? Alors, bonjour, merci pour cette question. Donc oui, sous condition. Donc, mais oui, il y a bien une possibilité d'inclure les frais de maîtrise d'œuvre. Il y a des plafonds, voilà, je vous laisse revoir le cahier des charges, je ne vais pas rentrer dans le détail technique. Mais donc, voilà, en globalité, oui, pour répondre à votre question. Il n'y a pas d'autres questions, moi je redéveloppe juste un tout petit peu, juste pour vous dire que voilà, sur la maîtrise d'œuvre et sur aussi la réalisation des diagnostics, ça dépendra notamment de la taille des surfaces concernées par les projets. Donc, il y a des plafonds, évidemment, mais voilà, en tout cas, ça peut aller jusqu'à 18% des coûts hors taxes et travaux principaux. Il n'y a pas d'autres questions. Je vérifie que personne n'ait levé la main, mais il ne me semble pas. Je pense qu'on va pouvoir passer à Monsieur de France. Allez-y, Monsieur de France, vous pouvez ouvrir votre micro. Voilà. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui. Bonjour, merci pour ces présentations. Alors, j'ai vu là les aides pour les plans simples de gestion, les documents de gestion. Alors, j'ai compris que ça semble être jusqu'à 20 hectares. Au-delà de 20 hectares, on est dans le cadre de documents de gestion obligatoires. Est-ce qu'il y a des aides possibles pour la mise en place d'un PSG ou son renouvellement au-delà de 20 hectares? Alors, peut-être pas pour le PSG lui-même, mais pour des outils qui permettraient de faire un PSG meilleur, par exemple, Climessence, des documents qui permettraient de mieux caractériser la forêt et aideraient à faire un plan simple de gestion de meilleure qualité. Je vous remercie pour votre question, Monsieur de France. Alors, l'idée, c'est vraiment d'intervenir en complémentarité du cadre réglementaire, donc qui rend obligatoire la réalisation de plan simple de gestion dès lors que voilà, la surface est supérieure à 20 hectares. C'est quelque chose qui vaut d'ailleurs pour tous les soutiens qu'on attribue à la région. On ne finance pas les équipements ou autres investissements qui seraient déjà rendus obligatoires par la législation. Après, je comprends voilà, votre raisonnement et l'idée d'accompagner plus particulièrement les documents qui se voudraient un peu plus réfléchis, poussés. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de rester quand même à ce seuil des 20 hectares et de ne pas aller au-delà. Donc malheureusement, ce sera non. Et actuellement, il n'y a pas de soutien ADEME, en tout cas, ou France 2030, de ce point de vue-là non plus. Alors, on a une autre question de Rémi Fouché. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, je voulais savoir quel était votre objectif en termes de surface, de nombre de propriétaires qui allaient répondre à cette demande et est-ce qu'on pourrait avoir un bilan mensuel des dossiers qui ont été demandés? Parce que si on se rend compte que d'ici 6 mois, il y a 2 dossiers dans toute l'Île-de-France, ça veut dire que soit notre stratégie de communication n'a pas été bonne, soit que le montage des dossiers est trop compliqué, soit qu'il y a un problème. Donc, j'aimerais
vraiment avoir votre position sur ces 2 points. Juste une question, moi j'ai une précision, Monsieur Fouché, de quelle demande s'agit-il? Vous vous Ben, adressez à l'ADEME ou à la région et ou à tous les deux? les 2 puisque vous Ok, semblez être très axé bien. maintenant. Merci. Élodie, je t'en prie pour nous et l'ADEME après. Ouais. Bah, évidemment, sur l'idée de proposer des points réguliers, alors je ne sais pas si ce sera de l'ordre mensuel ou trimestriel, je pense qu'on pourra tout à fait les provoquer, hein, de toute façon. Enfin, ça permettra de savoir si justement ce soutien est véritablement sollicité et puis derrière, effectivement, s'il n'y a pas beaucoup de demandes d'aide, pourquoi et qu'est-ce qui bloque? Voilà, c'est la première fois que la région Île-de-France lance ce dispositif, donc il y a vraiment un bilan à récupérer sur ce volet-là, que ce soit sur le plan technique ou administratif, évidemment. Après sur les objectifs fixés, bah, l'idée, voilà, c'est de toucher cette catégorie de propriétaires, on va dire, qui représente à peu près 5 000 propriétaires en Île-de-France, il me semble, d'après le PRV, si je ne me trompe pas. Donc si on peut toucher cette cible de manière assez large, ce serait plutôt pas mal. Après, en termes de données chiffrées, là, j'ai pas d'éléments à vous communiquer dès maintenant, mais je pourrais revenir vers vous si vous souhaitez pour ce volet-là. Concernant le dispositif renouvellement forestier, donc il est dans le cadre de France 2030, il participe en fait aux objectifs gouvernementaux là, de voilà, planter 1 milliard d'arbres d'ici 2030 et renouveler 10% de mémoire de la forêt française à cette échéance. Donc en l'état, évidemment, on sera ravi de faire un bilan mensuel et peut-être passer par FIBOA, on verra comment on pourra communiquer de la meilleure des manières pour vous tenir au courant de l'avancement des dossiers. Il y a un vrai enjeu sur renouvellement forestier dans le cadre du dispositif actuel, parce qu'on sait très bien qu'il y a peu de dossiers actuellement en Île-de-France, mais comme dans beaucoup d'endroits en France, puisque les opérateurs de travaux, les gestionnaires, enfin toute la filière est plutôt mobilisée sur la finalisation des opérations financées dans le cadre du plan de relance. Donc voilà, on a un enjeu de temporalité, de capacité de la filière à faire, qui est évident, mais on sera ravis d'accompagner les dossiers dans la mesure du possible qui se présenteront au fil de l'eau jusqu'au 31 mai. Concernant, je me permets de compléter la réponse d'Élodie concernant le soutien au dispositif, aux documents de gestion durable ainsi qu'au diagnostic sylvo-climatique. Je me permets de préciser que la région soutient nouvellement cette année le CNPF. Et à ce titre-là, évidemment, nous allons être en partenariat très étroit avec le CNPF, qui va donc être, on va dire, la cheville ouvrière. Il va nous permettre d'impulser aux côtés de votre syndicat, Monsieur Fouché, d'impulser le développement de ces documents de gestion durable, quels qu'ils soient, et surtout de suivre et de permettre d'avoir ces bilans fréquents et réguliers. Voilà, puisque vous l'avez compris, nous nous appuierons fortement sur le CNPF qui va recevoir ces demandes d'agrément ou d'approbation. Voilà, c'était juste un complément dans notre partenaire clé pour ce dispositif. Justement, je vois que Xavier Génère du CNPF voulait prendre la parole. Justement, Xavier Génère du CNPF. Donc, merci Anne Galibert d'avoir parlé. C'est ce que je voulais dire. Donc, les propriétaires peuvent trouver de l'aide auprès du CNPF pour mettre au point leur dossier, pour obtenir plus d'informations, plus de conseils, les fameux diagnostics climatiques, les documents de gestion durable, comment s'y prendre, comment mettre au point son projet, comment retrouver des conseils techniques et administratifs. Donc ça, l'équipe du CNPF est renforcée grâce à la région et on la remercie beaucoup. Voilà, donc n'hésitez pas à faire appel au CNPF. Merci beaucoup. Est-ce qu'il reste certaines personnes qui souhaiteraient poser une dernière question? Prendre encore un peu le temps. Je vois que personne ne se manifeste. Je propose qu'on passe à la suite. Donc, on va passer à la deuxième partie de ce webinaire, donc qui est plus sur les entreprises
de la filière. Donc comme je l'ai dit, pendant l'introduction, des entreprises vraiment de l'amont jusqu'à, la construction. Je vais laisser la région prendre la main. Merci Claire. Donc, pour rappel, je vous disais en introduction, la région a une compétence de soutien aux entreprises au sens large du terme. Et entreprises plus particulièrement les PME. Le focus, c'est bien les PME, très petites et PME. Donc là, je vous présente un dispositif qui est ouvert, qui se décline pleinement de la stratégie forêt-bois, qui est spécifiquement dédié aux entreprises de la filière, de tous les maillons, mais qui est évidemment complémentaire et en interface très étroite avec l'ensemble des dispositifs du soutien aux entreprises portés par la région et en l'occurrence par un autre pôle. Toutefois, notre service et à ce jour, je suis votre point de contact pour ce dispositif dédié et pour ouvrir vers d'autres éventuels dispositifs de la région. Alors, ce dispositif dédié, de quoi s'agit-il? Il est très large, très ouvert, donc déjà, tous les segments de la filière peuvent être éligibles. Et l'idée, très générale, c'est qu'on soutient tout type de projet lorsqu'il va y avoir une entreprise. Donc, vous verrez les conditions plus tard en quoi une entreprise est éligible, mais déjà, il est ouvert à tout type de projet visant la modernisation, le développement de l'activité et aussi l'implantation nouvelle sur le territoire francilien, la création nouvelle. Nous avons défini un seuil de dépenses éligibles qui est au sens, au réglementaire du terme, qui est fixé à 300 000 €. Donc, en dessous de ce seuil de dépenses qui nous serait présenté, on va dire les plus petits projets ne seront pas éligibles. Merci. Donc, qui peut en bénéficier? Donc, on a tout type de PME et bien sûr les TPE. Quelle que soit leur forme juridique, donc il peut notamment y avoir des associations et une activité économique qui peuvent être rendues éligibles. Donc les PME au sens définition réglementaire au niveau européen et français bien sûr, c'est des entreprises qui emploient moins de 250 salariés, dont le chiffre d'affaires n'excède pas 50 millions d'euros et le bilan 43 millions d'euros. Et en Île-de-France, l'idée est de justifier d'un siège ou au moins d'un établissement secondaire ou bien sûr, pour les entreprises qui souhaiteraient s'implanter, de justifier d'un projet d'implantation et de demande d'établissement en Île-de-France. Concernant le critère de entreprise de la filière, il n'est pas exclusif. Bien sûr, une entreprise de la filière qui se revendique avec un code NAF, elle est d'emblée éligible, mais nous l'ouvrons toutefois à des entreprises qui justifieront d'avoir au moins 50% de leur activité dans un des 5 maillons de la filière. Donc pour cela, dans le dossier, nous allons demander quelques petites références, notamment au niveau des chiffres d'affaires. Diapo suivante, s'il te plaît. Merci. Donc, l'aide en subvention régionale, je vous disais donc la base de dépenses, elle est de 300 000 €. La subvention de la région pourra atteindre au maximum 500 000 € par projet et on n'interviendra pas en dessous de 10 000 €. Voilà. Et pour fixer un taux d'intervention, la région pourra intervenir jusqu'à maximum 50% des dépenses éligibles. Donc voilà, je rappelle les chiffres clés, 300 000 € de dépenses de base subventionnables. La subvention de la région peut atteindre 500 000 €. Elle peut atteindre, elle n'est pas d'emblée de 500 000 € et selon un taux d'intervention de 50%. Sachant que quand la région intervient, elle doit respecter des régimes de soutien aux entreprises avec des taux qui sont définis notamment par les régimes d'aide européens. Et bien sûr, tout ça, c'est dans ce cadre-là que nous calculerons les taux d'intervention. Alors, les dépenses éligibles, elles sont très ouvertes, donc on est uniquement en investissement. Par exemple, évidemment, tous les types d'équipements productifs, tout le matériel qui peut servir à améliorer la modernisation et la compétitivité de l'entreprise, donc contrôle qualité, automatisation, développement technologique, l'acquisition de logiciels et également, au titre des investissements, des prestations de services et de conseils peuvent être soutenues. Bien évidemment, si elles sont affectées et complètement intégrées au projet et dans la limite de 15% du montant total des dépenses éligibles. Nous avons également, au vu des expériences des années passées en soutien à cette filière, ouvert l'éligibilité au matériel d'occasion.
Donc, ce matériel d'occasion, il est rendu éligible. Là aussi, je ne développe pas. Il y aura des vérifications, des devis, enfin, pas des devis, pardon, mais des pièces particulières à produire. Toutefois, il est rendu éligible. Alors, concrètement, et de la même manière qu'Élodie vous l'a présenté, nous ouvrons ce dispositif le 19 février prochain. En revanche, à l'inverse du soutien aux documents de gestion durable, ce dispositif est conçu sous la forme d'un appel à projet. Donc, il est ouvert jusqu'au 31 mai 2024. De manière tout à fait fortuite, il est phasé sur je vois le phasage de l'appel à projet renouvellement. Donc voilà, sachez, vous aurez une date clé, le 31 mai prochain, quand vous voudrez déposer vos projets, ce sera la date limite. Et de la même manière, nous avons toujours cette plateforme de dépôt en ligne, Mes Démarches, dépôt obligatoire, via cet outil numérique. Alors, le principe, c'est que les projets, sur la base d'un dossier de candidature qui pourra vous être, qui va vous être communiqué via ces plateformes, avec une note de présentation du projet qui va vous être vraiment présentée, dans lequel vous pourrez renseigner tous les éléments demandés. Donc, ces projets seront sélectionnés par les services de la région, donc en l'occurrence nos services ruralité bioéconomie en lien avec les services du pôle entreprise et emploi. Nous dialoguons beaucoup. Donc, en l'occurrence, toute aide qui aurait pu être présentée, soumise au titre d'autres dispositifs de la région, eh bien, voilà, l'interface se fera de manière étroite. Et bien sûr, pour cela, nous recueillerons l'avis de personnes qualifiées. Donc, bien évidemment, FIBOA Île-de-France est à nos côtés dans la mise en œuvre de ce dispositif, mais pas seulement. Nous mobiliserons des personnes qualifiées dans le cadre d'audition des candidats. Et au final, cela nous permettra de présenter le soutien aux entreprises qui auront été pour lesquels les projets seront considérés matures, robustes et voilà, qui pourront être soutenus. Donc l'aide régionale pourra être présentée au vote des élus régionaux à l'automne 2024. Voilà. Alors à titre d'exemple, vraiment tout à fait, je vous disais, cette aide va être assez ouverte, hein. Vous avez quelques exemples de projets qui sont cités, mais voilà, ça restera ouvert. N'hésitez pas notamment à poser vos questions à l'issue de la présentation de cette phase de soutien aux entreprises. Voilà, je ne développe pas plus, je laisse la parole à l'ADEME. Merci beaucoup. Je voulais juste vous faire un point sur les discussions en cours concernant les dispositifs de planification écologique et donc concernant le secteur forestier, donc autant à destination de l'amont que de l'aval, pour 2024 et les années suivantes. Donc il y a des discussions qui sont en cours en fait pour désigner l'opérateur de l'État sur ces dispositifs. L'ADEME est pressentie notamment sur tout ce qui va concerner le soutien à la mécanisation. Donc ça concerne deux dispositifs. Tout d'abord, la reconduction du dispositif PSPR, donc qui était un dispositif qui était actif en 2023 sur des fonds France 2030 et qui là serait financé par des fonds Massa pour accompagner la mécanisation des entreprises, des ETF notamment. Et donc là, l'idée, c'est d'avoir un dispositif qui accompagnerait aussi bien les projets collectifs structurants ou innovants, mais aussi l'acquisition d'équipements de récolte et de travaux de plantation. On est associé à minima aux discussions en cours et puis on vous tiendra au courant évidemment de qui est l'opérateur de l'État. Pareil, en l'état actuel des choses, il y avait des discussions en cours sur l'élaboration d'un nouveau dispositif de soutien à la décarbonation des engins forestiers. Donc c'est un dispositif qui était pensé dans le cadre de l'augmentation programmée de la fiscalité sur le GNR. Voilà, c'est quelque chose qui pourrait être potentiellement revu au vu des récentes annonces gouvernementales. Donc ça, c'est les discussions en cours. Aujourd'hui, par contre, ce que je peux vous dire, c'est que l'ADEME est opérateur de l'État en 2024 sur le soutien à l'aval de la filière. Il y a donc notamment 200 millions d'euros qui sont budgétés en 2024 via la planification écologique du MASA pour donc accompagner la production de biomasse chaleur pour l'industrie du bois. Voilà, c'est un dispositif qui était déjà actif en 2023, qui s'appelle le dispositif BCIB et qui sera reconduit en 2024 avec un cahier de charges en cours de refonte, et un nouvel appel à projet qui va prendre le relais de dispositifs qui existaient également
donc dans les années précédentes. Donc c'est un appel à projet qui s'appellera a priori industrialisation performante des produits bois et qui prendra donc le relais du dispositif France 2030 et qui permettra de soutenir notamment tout ce qui va concerner l'industrialisation de la production de bois construction ou alors de biens d'ameublement et des emballages. Donc ça, c'est certain. C'est certain également que l'ADEME va intervenir sur tout ce qui va concerner les sols forestiers en finançant via des fonds Masa, encore une fois, l'émergence de projets de recherche ou d'expérimentation pour mieux protéger ces sols. Et enfin, l'ADEME agit de manière historique via le fonds chaleur pour sécuriser les approvisionnements en biomasse des chaufferies financées par ce même fonds chaleur. Je finis juste mon intervention en précisant que le ministère de l'Agriculture prévoit de faire paraître, en tout cas dans l'état actuel des choses, un dispositif en 2024 de soutien à la production de matériel forestier de reproduction, donc un soutien aux pépiniéristes notamment. Ce sera le MASA le ministère de l'Agriculture qui gardera la main sur ce dispositif, notamment en instruisant. Merci beaucoup pour la présentation de cette deuxième partie de webinaire. Comme pour la dernière fois, n'hésitez pas à lever la main pour prendre la parole. Alors, Monsieur De France. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Oui, merci. Je voudrais savoir ce qu'il faut entendre par sécurisation des approvisionnements des chaufferies. Est-ce qu'il y a des répercussions sur le propriétaire forestier au départ? Par exemple, on pourrait penser à un prix minimum de départ forêt, avec en contrepartie des conditions de bonne exploitation sylvicole, car là, on voit des chantiers qui ne sont pas très corrects, qui ne respectent pas la valeur d'avenir. Et puis, de l'autre côté, on a également beaucoup d'associations écologiques qui disent le bois de chauffage, c'est épouvantable, ça pollue, ça détruit, et ils ont parfois pas tort. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire sécurisation des approvisionnements des chaufferies? Alors, va plutôt merci pour cette question, on va plutôt être sur l'aide à l'investissement concernant la production. Donc, ça va pas s'adresser aux propriétaires, mais voilà, ça va être typiquement la création, l'aménagement de plateformes d'approvisionnement, tout ce qui va permettre d'assurer la production d'un combustible de qualité. On peut financer via le fonds chaleur des équipements d'exploitation forestière pour le bois énergie, la création d'hangars ou l'aménagement d'hangars. Enfin, vous voyez, donc c'est pas tellement sur les propriétaires. Pourquoi j'ai utilisé le terme de sécurisation, c'est-à-dire il y a des conditions d'éligibilité qui sont assez importantes pour pour être éligible à ce fonds. Donc, notamment, il faut justifier un lien d'approvisionnement avec des chaufferies biomasse financées par le fonds chaleur, via notamment, si possible, des contrats d'approvisionnement. Et également, il faut fournir un diagnostic du territoire prouvant que la ressource qui sera exploitée est bien disponible et ne sera pas durablement dégradée par donc un contrat d'approvisionnement régulier qui sera reconduit dans le temps à destination des chaufferies biomasse. Donc, c'est plutôt dans l'objectif de vraiment, on aide les chaufferies biomasse existantes aujourd'hui sur le territoire francilien à avoir la ressource nécessaire pour assurer leur bon fonctionnement. J'espère que c'était clair. Voilà. Oui, pardon, vous répondez en partie à ma question, puisque vous dites que vous assurez, on va demander au bénéficiaire d'assurer qu'il a effectivement un rayon d'action, une certaine ressource, que vous l'avez dit, qu'il va exploiter durablement cette ressource, et c'est là-dessus, justement, moi, que j'interviens. Oui. Je ne voudrais pas que des entreprises qui ont obtenu des aides importantes du fonds chaleur se comportent en pilleurs de la ressource et qu'ils ne garantissent pas, même chantier par chantier, la qualité de l'exploitation. Je vous dis, c'est l'intérêt des propriétaires parce qu'il y a une valeur d'avenir. Quand on coupe un arbre ou on exploite un arbre, c'est toujours au profit d'un autre. Et parfois, cette deuxième partie de la phrase, certains l'oublient. Ils ramassent tout. Après,
après nous le déluge. On verra bien, ça repoussera comme ça pourra. Ça, c'est pour le propriétaire et vis-à-vis de tous ceux qui nous observent et qui sont très opposés, très, très opposés à Tout à la fait. chaleur, hein. Je pense par exemple à France Nature Environnement, qui n'ont pas compris ce qu'on fait. Donc, ce serait important de mettre un accent sur cette exploitation durable et de la prouver tout au long de la période d'amortissement de l'investissement supporté par l'aide publique. Merci pour votre précision, hein, je rejoins tout à fait votre exposé des enjeux. Ce que je vous invite à faire, c'est peut-être contacter voilà, ma collègue Garance Petit, qui donc fait aussi partie de l'ADEME et qui gère ce dispositif en Île-de-France. La réponse, voilà, en bref, que j'ai, c'est aujourd'hui, on passe plutôt par la certification. On demande aux entreprises d'être certifiées FFC, PEFC ou ETF gestion durable et d'adhérer à des démarches de qualité. Par exemple, chaleur, bois, qualité plus ou équivalent. Voilà. Merci pour cette question. Je vous propose de prendre d'autres questions du chat. Alors, je vais donner la parole à Benjamin Dardemar de Biota. Dardemar. Bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui. Oui. Donc, c'est une question pour la région. Donc, Biota est un opérateur de projets biodiversité en milieu forestier et agricole, basé en Île-de-France. Je voulais savoir si l'investissement immatériel dans un nouveau mode de gestion durable d'une forêt pouvait être éligible. C'est-à-dire que j'ai bien vu que les investissements dans le matériel étaient éligibles, mais si on veut privilégier l'emploi et la formation de personnes pour mieux gérer une forêt, c'est un investissement, on est d'accord, plutôt dans les salaires, dans la formation, donc c'est un investissement immatériel et qui pourrait donner lieu à une certification des gains en biodiversité. Et je voulais savoir si ce type d'investissement qui est dans un nouveau mode de gestion qui correspond, nous on est dans l'économie sociale et solidaire, donc on a une vision de peut-être moins de matériel et plus d'emplois créés et des emplois innovants, c'est-à-dire à des nouveaux modes de gestion d'une forêt. Est-ce que ce type d'investissement peut intéresser la région Île-de-France? Et pour la durée des projets, est-ce que c'est sur... donc j'ai vu le 300 000 €, mais je n'ai pas compris si le projet c'était sur 2-3 années ou s'il y avait un nombre d'années. Voilà. Donc 2 questions sur la nature des dépenses et sur la durée des dépenses. Alors, l'investissement immatériel, évidemment qu'il est éligible. Tel que vous semblez présenter le projet avec un focus fort, économie sociale et solidaire, focus biodis spécifique, j'aurais tendance à modérer et à vous dire de patienter quand on va vous présenter le deuxième dispositif de soutien concernant l'innovation. Au sens innovation comprise notamment bien sûr dans la gestion des forêts. On va dire qu'on va observer votre projet, on va regarder et je dirais que ce sera plutôt sur l'axe du deuxième dispositif que je vais vous présenter qu'on aurait tendance à vous flécher et à vous... Voilà, on pourra l'examiner. Dans l'absolu, là, le dispositif qui vient d'être présenté, on va dire il est plutôt quand même axé investissement matériel, productif, innovation, conseil, mais enfin, moins innovation. Vous avez bien vu qu'il y a des prestations de conseil, mais on est beaucoup moins dans l'emploi et la mobilisation de prestations pour faire bouger les lignes, on va dire, sur des pratiques en forêt ou dans les entreprises. Voilà. Donc, on examine ce type de projet, évidemment, mais ce n'est pas forcément sur ce type de dispositif premier que, a priori, votre projet pourrait être éligible. Voilà. Ça reste ensuite le deuxième niveau de question. Je l'ai oublié, il y en avait 2. Oui, sur la durée des dépenses. Ah oui. Alors, il y avait 300... Oui, ben là, en fait, la durée des dépenses, en fait, il n'y a pas forcément de durée des dépenses. Vous avez un projet, vous avez un plan d'investissement.
Sur ce dispositif, on va vous demander de présenter votre stratégie à 3 ans, de nous affiner un peu plus à quel moment vous considérez que l'investissement pourra vraiment être lancé et à quel moment vous considérez qu'il sera bel et bien on va dire, opérationnel. Et c'est vous qui définirez la durée des dépenses. Après, nous, on interviendra. Et par contre, le principe d'un soutien de la région, c'est que nous interviendrons sur les dépenses réalisées et non pas par anticipation. Voilà. Entendu. Ma question aussi allait se compléter sur, donc je suis aussi trésorier de l'association pour les certificats de biodiversité, qui s'est lancée il y a 2 ans avec des grands groupes, des associations et des chercheurs. Mais j'imagine que les questions relatives à des certifications biodiversité seraient aussi sur l'autre dispositif dont vous allez nous parler, c'est ça? Je pense davantage. Entendu. Merci pour vos réponses. Je vous en prie. Merci beaucoup. Je vois que Rémi Fouché voulait prendre la parole à nouveau. Oui, merci. Un certain nombre de propriétaires forestiers, dont je fais partie, ont décidé d'exploiter eux-mêmes leurs forêts comme des entreprises, c'est-à-dire ils se sont affiliés à la MSA, ils ont du personnel, des locaux, du matériel parfois très onéreux. Est-ce qu'un propriétaire forestier peut être considéré comme une entreprise et bénéficier de subventions quand il décide, par exemple, de renouveler son tracteur forestier, d'acheter une remorque forestière, d'acheter des nouveaux broyeurs? Ou est-ce qu'on pourra monter des dossiers dans ce cadre-là? Ou bien les propriétaires forestiers sont-ils exclus du champ de cette aide? Je pense que la question s'adresse aussi bien à l'ADEME qu'à la région. Je commence et puis je vous laisse reprendre la main après. Voilà. Donc, quand on parle de renouvellement forestier, évidemment, donc les propriétaires sont éligibles. En ce qui concerne les autres dispositifs, il faut regarder au cas par cas, mais a priori, en tout cas, s'il a une activité qui est significative d'exploitation ou après de valorisation, typiquement de transformation, voilà, l'ADEME accompagne évidemment ce genre de profil. À voir un peu au cas par cas, donc je serais ravi de rééchanger avec vous plus en détail, voilà, et peut-être en voyant dispositif par dispositif. Concernant la région, sur le dispositif soutien, on va dire aux entreprises au sens large, eh bien, Monsieur Fouché, nous avons là un règlement d'intervention qui ne permettra de soutenir que les propriétaires en personne morale et pas privée. Donc concrètement, les propriétaires qui ne sont pas constitués en entreprise, quelle qu'elle soit, ne seront pas éligibles. Alors, c'est discordant le discours. Je ne comprends pas ce qu'est un propriétaire qui est une entreprise. À partir du moment où un propriétaire a un numéro de SIRET, du matériel, des salariés. Oui, donc là, Monsieur Fouché, vous serez éligible. Vous serez bien éligible. Quelle est pour vous la définition d'un propriétaire entreprise et d'un propriétaire qui n'est pas une entreprise? Alors, vous pouvez avoir donc différents types de statuts et des propriétaires ne sont pas du tout constitués en entreprise, certains. Oui, Personne morale privée. Bien sûr. À partir du moment où un propriétaire est affilié à l'MSA à un numéro de SIRET, est-ce qu'il est considéré comme une entreprise? Oui. Parfait, voilà. Très bonne réponse. Et je vois qu'on a tous le sourire. C'est très important parce que beaucoup de propriétaires sont très motivés à exploiter et quand vous voyez le prix du matériel, on renonce. Ou alors moi j'ai fait le tour de certains propriétaires, ils ont du matériel ancestral, obsolète, inefficace et voire dangereux. Donc ça serait très bien que des propriétaires qui ont plusieurs centaines d'hectares, qui sont vraiment comme des agriculteurs, les agriculteurs ont des moissonneuses, des tracteurs, et bien on puisse s'équiper avec du matériel enfin sécuritaire et enfin aux normes. Donc, je vous confirme qu'à ce titre-là, le soutien prévu, le dispositif de la région, vous êtes bel et bien éligible. Et donc, il y a une cohérence avec les dispositifs ADEME, c'est-à-dire que tout ce qui concerne le renouvellement forestier, là, on peut avoir des propriétaires privés sans SIRET, mais voilà, tout ce qui va concerner de l'investissement, on va accompagner des profils tels que ceux qui sont accompagnés par la région, donc avec un SIRET, affilié MSA, ainsi de suite. À l'inverse, Monsieur Fouché, je me permets juste de préciser que le dispositif présenté par Élodie tout à l'heure, au contraire, est ouvert à tout type de statut de propriétaire, qu'il soit. Voilà, on est d'accord. Hein. Celui-là, vraiment, il est très ouvert. Hein. Voilà. Équipement, achat matériel. Ça, oui.
Mais concernant le soutien aux documents de gestion durable, là, on l'a ouvert à tout type de propriétaire, hein, qu'il soit constitué en entreprise ou au contraire, que ce soit une personne privée. La région vraiment peut développer des dispositifs pour les personnes privées. Et c'est le cas pour ce dispositif. Il est vraiment mixte. Très bien. Merci beaucoup. Est-ce que on a des dernières questions avant de passer à la suite, à la partie plus innovation? Personne ne se manifeste, donc je propose qu'on enchaîne avec la dernière partie de ce webinaire qui du coup sera axée, plutôt sur l'innovation et donc la région va pouvoir nous présenter, ces différents dispositifs de soutien. Oui, donc on l'a un peu introduit tout à l'heure. Je rappelle le cadre. La région intervient vraiment en complémentarité avec l'ensemble des dispositifs qui existent et notamment les dispositifs nationaux déployés dans le cadre de tous les appels à projets pour lesquels notamment l'ADEME est opérateur. Mais là aussi, le constat dans le cadre de toute la concertation qu'on a pu mener pour renouveler la stratégie régionale forêt-bois, ça a été bel et bien de constater qu'il peut y avoir un besoin d'aller apporter un soutien complémentaire sur des projets, on va dire, de moindre envergure et qui vont répondre à des contextes, des enjeux, des spécificités du territoire francilien. Donc, concernant sur une entrée vraiment innovante. Alors, l'innovation à ce titre et le déploiement de ce dispositif à ce titre, nous l'avons visé avec une contribution à au moins un des objectifs suivants. Donc, il en a été un peu question tout à l'heure dans les échanges, à savoir innovation pour favoriser l'adaptation des forêts au changement climatique. Ça, c'est une des priorités. La deuxième priorité, c'est développer l'usage des produits bois et autres biosourcés dans le secteur de la réhabilitation des bâtiments. Jusqu'à présent, la région a développé un dispositif qui s'appelait le réflexe bois biosourcé, qui visait à favoriser des usages du bois dans la construction au sens large du terme. Là, le curseur, il est davantage mis sur des usages du bois dans la réhabilitation. Ensuite, le curseur, il est aussi mis sur l'usage des produits bois, ok, mais français, en particulier feuillus, et si possible franciliens, et d'autres matériaux biosourcés franciliens, notamment en Île-de-France, nous avons des filières chanvre qui naissent. Voilà, donc des projets qui pourraient concourir à des usages en cette faveur seront rendus, on va dire, seront instruits. Et tout ça dans des logiques de cibler le marché francilien de la construction, de l'aménagement et de l'énergie, accessoirement. Et enfin, de manière beaucoup plus transverse, d'accompagner des démarches une innovation plus organisationnelle, territoriale. Là aussi, ce sera ouvert pour accompagner des démarches intégrées territoriales qui vont favoriser des usages, on va dire, durables du bois. Donc là, on en revient à notre logique au niveau région, de favoriser des usages, on va dire, en cascade du bois, où on va privilégier, bien sûr, une sylviculture orientée usage bois d'œuvre, et ensuite bois énergie. Donc là, on est sur un item très générique, très conceptuel. Toutefois, toute approche territoriale et toute organisation qui pourrait concourir à ça, eh bien, on le considérera et on pourra le prendre en compte dans ce type de dispositif. Diapo suivante, s'il te plaît. Merci. Alors, sommairement, qui peut en bénéficier? Alors, à l'inverse des dispositifs qu'on vous a présentés jusqu'à présent, le dispositif est assez ouvert. Il est ouvert à toute personne morale publique, à l'exception des services de l'État, toute personne morale, bien sûr, privée. Dans tout type d'activité, dès lors que quand même l'entreprise ou l'acteur public a des références d'activité, d'intervention au profit de la filière forêt-bois et en particulier de la filière forêt-bois des acteurs franciliens. De la même manière que les dispositifs précédents, l'idée, ce sera quand même de soutenir des acteurs, des bénéficiaires qui sont situés en Île-de-France. Donc, soit ils ont leur siège social ou ils ont un établissement secondaire. L'aide, elle sera aussi dans une logique de subvention. Elle pourrait être plafonnée, elle sera plafonnée à 100 000 € par projet, avec une subvention minimale, vous voyez, de 10 000 € par projet. Et de la même manière que précédemment, la région pourra intervenir jusqu'à 50% des dépenses éligibles. Et de la même manière que précédemment,
Pour les personnes morales privées, pas publiques, nous, bien sûr, nous référerons au cadre de régime que nous devons respecter, cadre des régimes d'aide d'État. Alors, les dépenses éligibles, ça reste assez ouvert. Donc, on est bien sûr dans des dépenses d'investissement, mais conçues au sens matériel et immatériel. Donc, à titre d'exemple, achat de matériel, d'équipement affecté à la réalisation des projets, des frais externes, prestations d'études d'ingénierie, des salaires dédiés à l'ingénierie des projets, dans une limite de 25% des dépenses éligibles. Et puisque nous allons être sur un dispositif innovant, il sera important de constituer un retour d'expérience de ces dispositifs. Et donc, nous avons rendu obligatoire des dépenses de 5% des frais totaux pour publier les résultats, porter à connaissance les résultats de ces projets. De la même manière que précédemment, nous avons le même timing. On est dans une logique d'appel à projet qui sera ouvert le 19 février, clôturé le 31 mai. De la même manière, il faudra passer par la plateforme Mes Démarches. Et de la même manière, nous aurons une préinstruction préalable par nos services. Là aussi, nous irons mobiliser les personnes selon vos projets, recueillir l'avis de personnes qualifiées. Et de la même manière, ce sont les élus régionaux qui voteront l'attribution de la subvention à l'automne 2024. Voilà. Des exemples de projets sont cités. C'est à titre purement illustratif. Nous allons être ouverts et un dialogue va s'instaurer. Nous serons bien avant le 19 disponibles et dès aujourd'hui pour échanger. Mais vous voyez globalement la façon dont cette aide est conçue. Voilà. Je pense que... voilà. Alors, au-delà de cette aide, je tiens à le rappeler, de la même... Enfin, ces aides qui viennent de vous être présentées dédiées à l'acte 2 et à la filière forêt-bois régionale, sans le développer, on souhaite simplement vous souligner que la région intervient de manière beaucoup plus large pour soutenir des filières, notamment en faveur de la transition écologique, dans le cadre de sa stratégie impact. Et évidemment, il en a été question, l'ADEME l'a cité tout à l'heure, la région est aux côtés de l'ADEME pour déployer le fonds chaleur et soutenir le développement des énergies renouvelables en Île-de-France, dont le soutien aux usages et chaleur bois, mais pas que. Je ne développe pas plus. Et par ailleurs, je rappelle également que la région pilote la mise en œuvre du programme stratégique national qui déploie le fonds européen FEADER en Île-de-France. Donc, il y a une nouvelle programmation qui est lancée pour la période 2023-2028. Un soutien des mesures forestières sont prévues et seront à venir au cours de cette année, dont le soutien à la desserte et le soutien à la mécanisation. À ce jour, nous n'avons pas d'informations suffisamment stabilisées pour vous en dire plus, mais toutefois, il faut savoir que là aussi, la région va intervenir à ce titre-là. Et de manière plus globale, vous avez le lien vers le site grand public de la région avec l'item aide et appel à projet. Vous rentrez sur ce site et vous avez une lisibilité complète de l'offre. Mais toutefois, nous sommes à votre premier contact, acteur de la filière forêt-bois. N'hésitez pas à nous contacter. Élodie et moi, vous avez nos mails personnels dès lors que vous avez un projet pour que nous puissions vous entendre et voir en quoi la région peut potentiellement vous soutenir. Voilà, j'en ai fini. Merci. Merci beaucoup. Donc, on va pouvoir passer à la partie questions. Donc, il y a déjà une question dans le chat de Mathilde Gros. Donc, la réhabilitation des bâtiments a été évoquée et elle souhaitait savoir si les constructions neuves étaient exclues et si oui, quel autre dispositif pouvait être déployé. Ah, Anne, ton micro est coupé. Pardon, excuse-moi. Oui, bonjour, merci pour votre question. Je pense que j'aurais besoin d'une précision où je vais peut-être préciser le cas d'intervention et du coup, ça vous amènera peut-être à compléter la question. Là, le soutien à la réhabilitation qui a été évoqué, ce n'est pas un soutien au projet vraiment de réhabilitation. On est sur des projets qui vont par de la prestation, de l'ingénierie, voire des tests techniques et autres, favoriser des usages des bois dans les projets de réhabilitation.
Concernant le soutien à la réhabilitation au sens projet en soi, il y a des soutiens, mais à ce jour-là, je ne vais pas vous les indiquer. Je pense qu'on pourra vous les communiquer peut-être dans la phase des questions, peut-être ultérieurement dans les questions-réponses, où vous nous contactez et on pourra vous indiquer les soutiens que la région peut déployer en faveur de la réhabilitation. Notamment, oui, voilà. Voilà, merci. Ce sera préférable de le traiter à part si la question porte sur les projets de réhabilitation en soi. Là, nous, l'intervention, elle est plus sur en quoi on favorise les usages du bois dans les projets de réhabilitation. Voilà, je le précise à l'oral, puisque le chat ne sera plus là au moment de l'enregistrement. L'ADEME peut aussi potentiellement intervenir. Voilà, je ne suis pas en capacité, moi, de vous détailler les interventions réalisées, mais ma collègue Camille Batteux, BA2TEUX, sera disponible pour répondre à vos questions. Est-ce que d'autres personnes souhaiteraient poser une question dans le chat ou en prenant directement la parole? Peut-être comme tout à l'heure pour exposer un projet et avoir vraiment une réponse concrète de si ce projet peut être éligible à l'aide innovation. Ah, alors, j'ai vu que Julien Colboc souhaitait prendre la parole. Normalement, c'est bon. On ne t'entend pas, il faut que tu ouvres ton micro, Julien. Non, ça n'a pas l'air de fonctionner. Si tu peux écrire ta question peut-être dans le chat, ce serait plus pratique. Et j'ai vu que Pia Monnier avait posé une question, mais je n'arrive plus à mettre la main dessus. Donc elle est sortie de la réunion. En attendant la prochaine question de Julien Colboc, si d'autres personnes souhaitent prendre la parole, n'hésitez pas à lever la main. Pia Monnier. Vous pouvez ouvrir votre micro. Alors pareil, on ne nous entend pas. Ah, est-ce que vous pourriez écrire la question directement dans le chat? Alors Benjamin Gardemar a à nouveau une question pour la région. Oui, il y a d'autres dispositifs type InnovUp, TPUp, PMUp. Est-ce que ça se cumule ou est-ce que ça s'exclut par rapport à ces dispositifs? Parce que ça, je pense qu'il y a des dépenses qui pourraient être éligibles à plusieurs dispositifs. Alors, le cadre, merci pour cette question, c'est très précieux, effectivement. Donc, je voulais préciser, mais on va répondre. Quand vous présentez un projet, on va vérifier. En général, bien sûr, il n'y aura a priori pas de cumul. La condition de base, ça va être de respecter les taux maxi d'intervention au titre du régime d'aide d'État. Donc, en général, il ne faudra pas dépasser des taux d'intervention. Et de manière générale, on va veiller à être complémentaire et ne pas avoir de cumul. Et on va, voilà, l'idée, ça va être un vrai dialogue avec nos collègues du pôle entreprise-emploi pour ne pas cumuler et vraiment être en complémentarité. Donc, les bases de dépenses éligibles seront dissociées, différentes.
Entendu, donc on peut faire 2 dossiers sur des choses différentes et que le plafond ne dépasse pas les 10 minimis. C'est bien ça. Exactement. De minimis, on va plutôt les régimes d'aide d'État. Régime d'aide d'État. Voilà. Ah, je crois que c'est la même chose. Oui. Ok. Voilà. Non, enfin, oui. On Entendu. va, voilà, c'est juste, on va pas développer, c'est assez technique, mais voilà, l'idée, ce sera d'avoir des bases de dépenses éligibles différentes et d'être vraiment en complémentarité et d'avoir une vraie plus-value des subventions publiques chaque fois. Donc, on va quand même vérifier tout ça. Bien sûr, bien sûr. C'est pour éviter de faire une erreur. Merci de votre réponse. Je vous en prie. Alors du coup, on a une question de Julien Colboc dans le chat. Bonjour, est-ce qu'un projet de scierie pédagogique couplé à un lieu d'apprentissage du bois pourrait être éligible à une aide de la région? Alors, dans l'absolu, on est en plein dans le sujet, hein. On est scierie, on entend pédagogique, donc dans l'absolu, désolée, on peut que du coup maintenant échanger sur la base de cette question. Oui, dans l'absolu, contactez-nous à la suite du webinaire et on pourra envisager la suite. A priori, là aussi, je vois une dimension innovante. Voilà, donc à voir ensemble. Oui, la dimension innovante reste très ouverte. Pia Monnier demande si le design est-il considéré comme ingénierie? Oula, là, on est dans des questions très génériques, donc je pense que ça mérite d'échanger un peu plus là. Je préfère m'abstenir de répondre concrètement de quoi s'agit-il. Est-ce que d'autres participants souhaitent poser des questions? Pour rappel, il vous suffit de lever la main et je pourrai alors activer votre micro et vous pourrez l'ouvrir. Des questions sur cette dernière partie ou même sur les parties précédentes pour avoir les informations les plus claires possibles? Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous ai mis à la fin du PowerPoint les contacts des intervenants, donc de Adrien de Courcelles côté ADEME et de Anne Galibert et Élodie Migaud côté Région Île-de-France. Pour FIBOA Île-de-France, vous pouvez contacter donc soit pour le pôle, soit pour toutes vos questions liées à l'amont forestier. Vous pouvez me contacter directement ou contacter ma collègue Marina Hoffel. Pour toutes les questions liées au bois construction, vous pouvez contacter Catherine Desportes ou Marie Contentiec. Et pour tout ce qui est sur la seconde transformation, vous pourrez contacter directement Clélia Lenoble. Donc je vous enverrai les diapositives directement par mail à la suite du webinaire. Et pour rappel, vous pourrez retrouver le replay du webinaire directement sur la chaîne YouTube de FIBOA Île-de-France. Voilà, je laisse encore le temps aux participants de poser leurs dernières questions et sinon, on va pouvoir clôturer ce webinaire. Je ne sais pas si l'ADEME ou la région, vous souhaitez apporter des dernières précisions? Alors. Marie Chevillotte? Oui, bonjour à tous, Marie Chevillotte, directrice adjointe à l'agriculture, la ruralité, à la forêt, à la région Île-de-France. Je voulais juste voilà, vous saluer tous. Voilà, je trouve que c'est des formats qui sont très intéressants pour pouvoir vous présenter de façon coordonnée nos dispositifs. En tout cas, c'est une vraie volonté et je remercie aussi FIBOA d'être ce maillon de la coordination entre l'ADEME, la région, voilà, pour que nos interventions aient le plus de sens pour répondre à l'ensemble des projets que vous pouvez avoir. Donc voilà, donc on avait à cœur de pouvoir vous faire cette présentation conjointe. Et voilà, et on reviendra vers vous assez rapidement, côté région notamment, pour préciser le lancement des dispositifs et le calendrier opérationnel auquel
voilà, dans lequel vous pouvez vous inscrire pour nous faire part de vos projets. Et puis bien évidemment, comme Anne Galibert l'a précisé, hein, voilà, on a des dispositifs qui sont assez ouverts, ça engage un vrai dialogue avec vous. Voilà, donc c'est notre intérêt aussi de comprendre bien vos projets et voilà, de pouvoir essayer de les soutenir au maximum via nos dispositifs. Voilà, merci à tous. Eh bien, merci beaucoup. En attendant d'autres questions, voilà, moi je voulais aussi vous remercier donc pour votre participation, remercier FIBOA pour l'organisation évidemment et la région pour cette co-animation qui me semble essentielle, très intéressante. Et donc je me joins également à tout ce que vient de dire la région concernant l'ouverture des projets. N'hésitez pas à nous contacter si jamais vous avez un doute. Voilà, on regardera ensemble dans quelle mesure on peut vous accompagner. Donc contactez-nous et on sera ravis de vous aider. Voilà, je vous remercie. Merci à tous et toutes d'avoir suivi ce webinaire. Voilà, donc n'hésitez pas, comme tout le monde l'a précisé, à contacter directement les personnes concernées avec les idées de projets que vous pouvez avoir. Ils seront prêts à vous répondre plus rapidement possible. Pareil, côté FIBOA Île-de-France. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir participé et je vous souhaite une bonne fin de journée.